À partir du 1er siècle après Jésus-Christ et pendant plus de 300 ans, les Romains vont transformer profondément l'ancienne Gaule antique. C'est l'époque gallo-romaine. De cette époque, il reste partout en France de nombreuses traces que des archéologues essayent patiemment de dégager pour tenter de reconstituer un mode de vie oublié. Nous allons travailler sur une structure qui se trouve sur la petite maison qui avait été fouillée. En Moselle, au cœur de l'ancien territoire du peuple médiomatrique, 2 sites gallo-romains remarquables ont été mis à jour conjointement à la fin du XXe siècle. Un hameau situé près de Sarrebourg, en pleine forêt de Saint-Quirin, où vivaient 3 ou 4 familles. Et une ville de 2000 habitants, située entre Bliesbruck et Rheinheim, près de Sarreguemines. 2 sites complémentaires, abandonnés avant la fin de l'Antiquité, sans que l'on sache vraiment pourquoi, et qui ont la particularité de n'avoir jamais été surbâtis. Ce qui pourrait s'apparenter à des tas de cailloux passionne et mobilise pourtant depuis des années une poignée d'archéologues chevronnés. Bon, on va s'arrêter là. C'est le cas notamment de Dominique Eckenbenner, qui depuis plus de 25 ans s'acharne à explorer et valoriser l'ancien hameau de la Croix-Guillaume. Passez par là, parce que là c'est un petit peu scabreux. Attention, il y a un trou. Avec les membres de son association, l'ARAPS, cet archéologue œuvre tout au long de l'année pour entretenir et faire connaître ce lieu historique et effectuer de nouvelles prospections. Là, on voit vraiment l'alignement et voir Oui, après. parce que là, tu as aussi quelque chose qui a l'air assez géométrique. Tout à fait. Et c'est pour ça que je disais qu'il y a peut-être une maison avec plusieurs Dominique nous places. présentera Denis Mélinger, un sculpteur meusien qui vient régulièrement sur ce site antique réaliser un travail d'expérimentation. À Bliesbruck, nous suivrons Jean-Paul Petit, un autre passionné qui s'investit corps et âme depuis le début des années 80 à la mise en lumière d'un ancien petit chef-lieu gallo-romain situé de part et d'autre de la frontière franco-allemande, devenu un parc archéologique européen à l'initiative du département de la Moselle. Aujourd'hui, cette petite ville dont on ne connaît pas le nom n'a toujours pas livré tous ses secrets. Jean-Paul, je crois qu'on a un élément de statuette, on dirait un pied qui se dégage. Bon, c'est moi qui le nettoie. Ouais. Prends pas la responsabilité. Sur place, Jean-Paul nous fera découvrir le travail de restitution de Jean-Claude Golvin, un peintre, architecte, archéologue de renommée mondiale. Guidés par ces 2 spécialistes de la civilisation gallo-romaine, nous allons découvrir alternativement ces 2 sites mosellans d'exception. Chaque année, c'est la même chose. Il y a toujours des petits dégâts l'hiver de gens qui passent, qui font n'importe quoi. Donc on va aller voir ce que ça donne. Situé au cœur de la forêt de Saint-Quirin, à une altitude de 487 mètres, le site de la Croix-Guillaume est unique en son genre. Sur un plateau de 7000 m², il concentre toutes les composantes d'une occupation gallo-romaine. Habitation, zone d'activité de carrier, sanctuaire et nécropole. Alors voici ce site de la Croix-Guillaume, qui fait partie d'un ensemble très important qui s'étend sur tout le massif vosgien des Vosges du Nord. Vous avez plusieurs maisons qui concentraient, disons, 3-4 familles au plus. Toutes les maisons étaient orientées à l'est et toutes les entrées donnaient sur la partie avant les maisons, qui était un sanctuaire, avec plusieurs représentations de divinités, dieux ou déesses, Rosmerta, Mercure, et surtout Jupiter à l'aigle, qui est vraiment une découverte absolument inédite, puisqu'on en connaît un seul en Gaule, c'est celui de la Croix-Guillaume. Ensuite, un peu plus loin, et ça c'est très particulier ici, on a l'ensemble de la nécropole, 80 sépultures qui correspondent grosso modo à 3-4 familles sur 2 siècles, et avec ce qui est vraiment exceptionnel, les monuments qui fonctionnaient avec. Plus loin, donc vers l'est, on a les carrières qui en fait s'étendaient sur le pourtour du plateau, carrières qui étaient assez importantes par rapport à tout ce qu'on connaît dans les environs, où les Gallo-Romains exploitaient le grès, y compris pour l'extérieur, puisqu'on fabriquait des monuments pour le site de la Croix-Guillaume, mais aussi pour des clients qui se trouvaient à Sarrebourg ou dans les villas avoisinantes.
les protections sur les mélèzes, ça a bien marché. Hein. Sur les mélèzes. Oui, ça a été efficace. Les calunes, tu as vu? Oui, mais elles sont hautes, il faudrait les couper. Oui, il faudra que l'effectivement. Alors nous arrivons aux maisons, qui sont effectivement une succession de cases, les unes à côté des autres, sauf la première qui est en 2 parties. Alors on s'est vraiment posé la question au départ de savoir s'il s'agissait d'une grande famille, avec oncles, tantes, etc., ou bien de plusieurs petites familles, parce qu'il ne faut pas exclure, compte tenu de la largeur des murs, qu'on avait un étage. Donc les murs, comme vous le voyez, sont des murs en pierre sèche, sans mortier, et l'élévation était en bois, puisqu'on a trouvé des trous de poteaux à plusieurs endroits dans les murs, avec une toiture en matériaux périssables, genre chaume ou bardeaux de bois, quelque chose de léger qui n'a pas laissé de traces malheureusement. Une autre chose qui est importante aussi, et qui est inédite aussi sur ce site, c'est que quand on sortait des maisons et qu'on allait travailler à la carrière, on passait par le sanctuaire, mais surtout on traversait la nécropole. Or, par tradition, la plupart des cimetières gallo-romains sont à l'extérieur des agglomérations. C'est tout à fait exceptionnel, on traverse le monde des défunts pour aller travailler. Situé à 90 km de la Croix-Guillaume, le vicus gallo-romain, découvert par hasard au début des années 70 entre Bliesbrück et Rheinheim, est une petite ville complètement représentative de la Gaule de l'Est. Des quartiers artisanaux et commerciaux, un grand centre public, un complexe thermal monumental et à l'extérieur de l'agglomération, une vaste villa d'un riche propriétaire. Si les premières fouilles ont débuté dans l'un des quartiers artisanaux, la mise à nu des thermes lança véritablement l'idée et l'envie de créer un parc archéologique transfrontalier ouvert au public. Ça s'est quand même bien conservé. Ça fait presque 30 ans que c'est sorti du sol. Jean-Paul a dès le début fait partie de l'aventure, rejoint rapidement par Philippe Brunella. Il n'y a aucun défaut, aucun problème. Je trouve ça remarquable. Voilà, c'est vrai que là, je me suis toujours posé des questions parce que dans tout ce secteur-là, finalement, on a conservé des choses plus ou moins... qui sont plus ou moins effondrées. Plus ou moins effondrées, et puis on sait... Oui, c'est une trace de la fouille elle-même. Voilà, on va aller voir l'état général depuis le Préfournium. Les 2 hommes travailleront ensemble pendant 22 ans. 2 décennies de fouilles programmées, de recherches scientifiques et de mise en valeur des vestiges qui vont créer une grande complicité entre ces 2 archéologues aguerris. En fait, l'histoire commence, on va dire, à la fin des années 70. Il y a une sablière en exploitation, il y a des vestiges qui sont détruits. Il y a un archéologue bénévole qui, on va dire, charismatique, Jean Chaube, qui réunit autour de lui une petite équipe et on commence à fouiller. On arrive progressivement, grâce aux camps de fouilles qui sont organisés, à montrer l'importance de ce site dont on voyait à l'époque qui couvrait 20-30 hectares, parce qu'il suffisait de se promener dans les champs, on voyait partout des substructions. Et en 1983, donc, Jean Chaube et l'association qui s'est mise en place à cette époque-là proposent au département de la Moselle de racheter ce site pour développer cette fouille et pour en permettre la mise en valeur. Et en parallèle, le quartier artisanal et commercial commence à être fouillé. 1 bâtiment, 2 bâtiments, 14 bâtiments en définitive, plus l'ensemble thermal, plus le quartier Est. Et c'est le début d'une aventure formidable. Ce site était sur la frontière franco-allemande et ça aussi, ça a été un aspect qui a permis et a favorisé l'acquisition de ce site parce qu'il était partagé par la frontière et on ne voulait pas détruire ce patrimoine commun à ces 2 pays. On a réussi à faire comprendre que ce site, il est extraordinaire parce que préservé et donc on a une photographie d'un territoire à l'époque romaine qui est extraordinaire. Et ça, on a réussi, parce qu'on avait la force de conviction, parce qu'on y croyait et parce qu'on y croit toujours, on a réussi à convaincre des élus de décider de dépenser un peu d'argent pour fouiller, comprendre et mettre en valeur ce site extraordinaire de Bliesbrück-Rheinheim. Progressivement, les archéologues français, les archéologues allemands, enfin les mosellans et sarrois, ont appris à travailler ensemble et c'est comme ça qu'est née aussi cette idée de mettre ici en valeur notre patrimoine commun séparé aujourd'hui par une frontière.
Ici, à Bliesbruck, il y a une petite ville qui s'étend sur 20 ou 30 hectares. Du côté Rheinheim, il y a donc cette grande villa où habitait sans doute le notable de l'aristocrate de ce secteur et qui a peut-être été le commanditaire de ces terres dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Et un peu plus loin, on a également encore un grand sanctuaire. Donc il faut imaginer à l'époque romaine ici une vallée urbanisée de partout. On a la chance de pouvoir travailler sur un site où on a un accès pratiquement complet. Et donc on a cette possibilité d'étudier, ce qui est très rare pour des archéologues, d'étudier un site de manière globale. C'est une ville qui s'est, comme tu l'as dit Jean-Paul, complètement endormie et qu'on a eu la chance de pouvoir réveiller, remettre au jour, remettre à la lumière. Voilà, on a la vie de toute une vallée pendant plusieurs centaines d'années sous nos yeux. Et nous, on l'a eu avec Jean-Paul et avec toutes les équipes, on l'a eu au bout de la truelle, au bout des doigts. On a touché les objets qui ont été façonnés, qui ont été fabriqués, qui ont été perdus ensuite dans cette ville. Heureusement, parce qu'on les a retrouvés, sinon on ne les aurait pas. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça qu'on a envie de partager avec les visiteurs. Retour à la Croix-Guillaume. Dans ce hameau, l'activité principale des Gallo-Romains était le travail du grès. Extraction, taille et sculpture de stèles votives, monuments funéraires ou mausolées. Les fouilles exhaustives menées sur le site ont permis de dégager 3 grandes carrières. Dominique nous entraîne découvrir l'une d'entre elles. Elle est accompagnée de Denis Mélinger, un sculpteur meusien qui vient régulièrement sur le site étudier les fronts de taille et observer les traces d'outils laissés par les carriers. On est ici sur le site de la carrière, de la grande carrière, la carrière numéro 1, celle qu'on a totalement exploitée en fouille et qui était encombrée de tas de déblais qu'il a fallu évacuer pour comprendre comment l'exploitation s'était faite. Effectivement, là c'est vraiment intéressant là, de venir ici parce qu'on voit exactement la manière qu'ils avaient à l'époque. On voit vraiment ce qu'on appelle le front taillé. On voit une coupe en sifflet qu'on va retrouver sur un bloc tout à l'heure qui n'a pas été extrait. Ce frontail, si on regarde de près, on voit qu'il y a des traces d'outils. Effectivement, à l'époque, c'était voilà le genre d'outil, un pic, une espèce de pic à 2 pointes. C'était le genre d'outil qu'on utilisait. Donc là, si on regarde un morceau comme ça, on voit qu'il y a un travail horizontal et un travail vertical. Donc, ils ont commencé à préparer donc 2 parties en sifflet donc de chaque côté, donc comme ça, tac, tac. Ce qui est intéressant, c'est que Denis nous apporte une vision de praticien qui nous permet de valider les informations qu'on a. Et Denis nous apporte en plus la connaissance du praticien, de celui qui tient l'outil. Alors justement, je vais te demander ton avis là-dessus. Le dernier bloc qui a été extrait, c'est donc celui-ci, ici, qui est un bloc en cours d'extraction. Ah, ça c'est génial. Qui n'a jamais été terminé. Ça c'est un morceau qui doit presque faire 2 tonnes, imagine. Alors, c'est une pierre qui a peut-être pu être restée là parce qu'il y a peut-être un défaut, on n'en sait rien. Mais ce qui est vraiment superbe là-dessus, c'est qu'elle permet vraiment de voir la manière de faire. Là, on voit bien les parties en sifflet, on voit bien le personnage, on l'imagine 2000 ans avant, avec son pic, en train de commencer à mettre en œuvre sa partie en sifflet. On l'imagine se dire, ben voilà, j'ai toute ma gamme de coins, je vais les placer là, je vais les placer là, etc. Il va mettre ça en enfilade. Il prend sa masse. Paf, paf. On peut imaginer qu'il y a un deuxième personnage qui est à côté, qui a la même masse, qui tape sur les coins de côté. Et au fur et à mesure, la pierre arrive tout doucement à se fissurer. Et alors là, ce qui est intéressant, bon là, elle est un peu petite, effectivement, mais il faut imaginer qu'ensuite, c'est pas le tout de la fissurer, mais il faut l'extraire. Il l'enfilait dans les trous de coin et clac, il faisait levier. Allez, on tire, on y va, clac. Une baramine sur le côté, pareil. On met des coins au fur et à mesure, et puis au fur et à mesure, ben, le morceau, on arrive tout doucement à le décoller, quoi. C'est vraiment le moment où les gens sont partis, ou alors,
C'était une commande et la personne qui avait fait la commande s'est désistée et il a dit basta, on arrête. Ils nous ont laissé une partie de leur secret. Bah oui, mais en tout cas, il y a encore cet élément-là qui subsiste et qui est la dernière pierre, en quelque sorte, de la Croix-Guillaume. À Bliesbruck, c'est une véritable petite ville d'artisans et de commerçants qui a été mise à jour. Une ville typiquement gallo-romaine avec près de 90 maisons réparties de part et d'autre d'une voie romaine sur 800 mètres de long. Dans le quartier ouest, 14 maisons ont été fouillées à ce jour. Un véritable travail de fourmi qui permet aux archéologues d'avoir aujourd'hui quelques certitudes. Alors on est dans le quartier artisanal et commercial. En fait, l'axe se trouve ici, c'est la chaussée antique avec des maisons de chaque côté. Les prospections nous l'ont montré de ce côté-là. Et ici, on a fouillé pendant 6 ans toute une série de bâtiments. Les gros piliers qui sont là soutiennent un étage et on est en fait ici dans une galerie qui est couverte. La partie maison commence à partir de ce mur. Voilà, et dans cette galerie, en fait, on avait les clients qui circulaient devant les différents ateliers, devant les différents magasins. Ici, on est chez le boulanger. Là, on traverse la boutique de vente qui ouvrait donc directement ici sur le portique. Et on entre ici dans le laboratoire du boulanger où se trouvent les 2 fours à pain, dont l'un a été conservé tel qu'on l'a retrouvé, l'autre a été reconstitué. Le moulin se trouvait ici à l'arrière. Et puis Jean-Paul, là, oui, on a une cave avec un soupirail en forme d'entonnoir, directement accessible ou presque depuis la chaussée. Vraisemblablement, on laissait glisser, couler le grain qui était stocké dans la cave, la réserve du boulanger. Et puis à l'arrière, donc, tous ces artisans, d'ailleurs c'est pas propre à ce boulanger, ils avaient des petites pièces chauffées par le sol qui étaient en fait les pièces de résidence, les belles pièces de la maison. Et ce plan avec chaussée, portique, pièce avant, pièce centrale, pièce arrière, étage au-dessus du portique. C'est un plan qu'on va retrouver régulièrement disposé sur presque la totalité de ces bâtiments du quartier artisanal et commercial. 14 maisons dans lesquelles on sait qu'il y avait des bronziers, des forgerons, des boulangers, des traiteurs, enfin toutes sortes d'activités. Et donc, tous ces éléments nous donnent aussi un peu une idée de, j'allais dire, du statut social, du niveau de vie des artisans commerçants qui travaillent ici. On a trouvé des objets de très bonne qualité en bronze ou parfois en métal précieux, des produits exotiques qui ont été consommés ici, de l'huile d'olive, du garum, donc une sauce de poisson, du vin d'Italie, d'Espagne, et puis ces pièces chauffées par le sol avec des murs décorés d'enduit peint pour montrer qu'ils sont vraiment intégrés dans la société romaine de cette époque. On est au cœur d'une ville de l'époque romaine. Tout le mobilier archéologique découvert lors des fouilles programmées de la Croix-Guillaume a été déposé au musée de Sarrebourg, situé à une vingtaine de kilomètres du hameau gallo-romain. Dominique, qui connaît bien le lieu pour l'avoir dirigé pendant 27 ans, nous y entraîne pour nous faire apprécier la richesse des objets, statues et monuments retrouvés sur le site antique. Sans faire un inventaire à la Prévert, on peut y découvrir une variété d'urnes funéraires avec les offrandes qui accompagnaient le défunt dans sa sépulture, diverses stèles et des statues cultuelles comme une rose Merta et des fragments de 4 Jupiters. Dans la grande salle archéologique du musée, Dominique a rejoint Caroline, qui lui a succédé à la conservation, et Muriel, qui participe depuis très longtemps à la valorisation et à l'entretien du hameau gallo-romain. C'est exceptionnel dans la région d'avoir un site visitable facilement par le public, puisqu'il est ouvert à tous, et d'avoir le complément ensuite, ici au musée, où on peut voir les œuvres originales, alors que sur le site, on n'a que des reproductions. Avoir ces objets en grès hors contexte, c'est bien, mais il faut aussi avoir l'arrière-plan du paysage, des habitations, de l'ambiance qui existe sur le site. Donc les deux sont absolument indispensables. Il est exclu évidemment sur un site comme la Croix-Guillaume de garder des objets aussi emblématiques et aussi importants que ceux-ci. Ils seraient évidemment volés très rapidement. Après, c'est vrai que nous, ce qui est important, c'est de pouvoir toujours donner beaucoup de contexte, de pouvoir redonner pas mal d'informations aux visiteurs, parce que c'est vrai que les collections archéologiques ont besoin de cet accompagnement. C'est vrai qu'on accueille beaucoup de scolaires autour de ces collections archéologiques, et c'est toujours intéressant
de travailler avec les écoles et de leur faire découvrir ce site de la Croix-Guillaume. C'est bien ce qui est intéressant pour le public dans l'archéologie, c'est que c'est une recherche qui est tout le temps en progression. Et du coup, ici, on a une présentation d'un état à un moment, mais on sait qu'il y a d'autres données qui vont venir enrichir. Et puis, c'est une progression. Il y a cette démarche d'enquête qui plaît beaucoup au public et sur laquelle Muriel travaille beaucoup avec les écoles, que je pense qui est assez intéressant. Fouiller encore et encore, rechercher des indices, analyser, interpréter, faire des suppositions, c'est le travail quotidien des archéologues. Depuis l'ouverture au public du parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim, Jean-Paul travaille régulièrement avec Jean-Claude Golvin, peintre, architecte, archéologue, pour réaliser des aquarelles du site destinées aux visiteurs. Très bien Jean-Claude, je voudrais encore te montrer certains aspects de la fontaine, donc en particulier ici le bassin. Le but, proposer aux non-spécialistes des restitutions plausibles et suggestives de cette ville gallo-romaine telle qu'elle a pu exister à un moment donné. Aujourd'hui, Jean-Paul entraîne ce spécialiste de l'image oubliée au cœur de la cité, dans l'unique espace communautaire de l'agglomération. Alors c'est à proposer, hein. Voilà. Les idées viennent, mais enfin il faut encore en discuter un peu plus avant et revoir les indices de terrain. Alors je vais te rappeler un peu la situation générale. Hein. Donc on est ici l'ancienne route départementale qui correspond donc à la voie principale de l'agglomération. Et là donc il y a cet espace central ici qui est organisé de manière très différente. Donc avec ici donc en arrière-plan les thermes publics. À l'autre bout, là-bas, un grand bâtiment à 3 nefs avec des piliers intérieurs qu'on interprète donc comme une basilique. On considère que c'est une sorte de salle polyvalente en quelque sorte, où on peut organiser toutes sortes de réunions. Ça pouvait servir quand même le rôle en général, la basilique. De ce côté-ci, on a en fait une aile de boutique qui est identique aux boutiques qui encadrent en fait les thermes. Et puis au milieu, donc, ce monument principal, avec son hémicycle qui est tout à fait, pour nous, tout à fait extraordinaire ici à Bliesbruck, et qui, et qu'on a interprété comme une fontaine monumentale et pour laquelle on a un certain nombre de questions encore à te poser pour voir au niveau de la restitution. 4 ans auront été nécessaires pour mettre à jour ce centre public en partenariat avec l'université italienne de Chieti-Pescara. Des fouilles récentes qui ont révélé une fontaine monumentale formant avec les thermes un axe de l'eau. Voilà, on va entrer sur la fontaine publique. Le site, oui, la fontaine. Donc là, on arrive maintenant dans l'hémicycle, on voit bien. Oui. Et puis l'emplacement du bassin donc, qui se trouve ici. Qui, malheureusement, n'est pas dans un état de conservation extraordinaire. On voit encore les emplacements où on a arraché les piliers monumentaux, aux différents angles. Au milieu également, l'arrachement qui a été fait. Quand on voit ceci que dégagent déjà les chercheurs, les archéologues, on a les indices, on a ce que nous laisse l'histoire, ce que nous laisse d'authentique, de vrai, d'incontestable. Restituer, c'est redonner l'ensemble, l'idée d'ensemble. C'est-à-dire ce qui nous manque sur les indices connus, qui nous servent de base forte. On va rajouter quelque chose de compatible avec ce que l'on a, mais qui sera complet, qui sera ce que l'on aurait pu voir si on était là. Nous, on a besoin de se redonner cette idée parce qu'on s'est redonné un modèle, on s'est refabriqué un modèle, une maquette, si vous voulez, un modèle théorique. Donc on a fait un travail sérieux d'approfondissement de cette image. À partir du moment où ce modèle nous convient, parce qu'il n'y a rien à lui opposer de contradictoire, sachant de quoi on veut parler, après on le raconte de façon à ce que le public, lui, le reçoive. Quand on accepte de faire, nous, la restitution, c'est qu'on a assez d'arguments pour présenter quelque chose qui ne sera pas remis en question de façon fondamentale. C'est vrai que le travail de Jean-Claude Golvin permet aussi de redonner aux visiteurs un peu quelle pouvait être l'ambiance, la vie quotidienne sur une place publique. Le travail de l'archéologue, ce n'est pas que de retrouver des cailloux et des formes, c'est l'histoire de l'humanité, des gens qui nous ont précédés. On a sympathie pour eux. Ils ne sont pas très éloignés dans le temps. Les monuments vont servir de vecteurs, de moyens d'entrée dans l'histoire. On pourra la raconter à partir des édifices. Mais il faut la raconter, c'est ça. Il faut arriver à l'homme, c'est ça qui nous intéresse.
Les 2 sites antiques découverts en Moselle à la fin du siècle dernier permettent de mieux appréhender le mode de vie de nos ancêtres gallo-romains dans l'est de la France. Le travail des archéologues réalisé depuis plus de 30 ans est considérable et il est loin d'être achevé. Seuls 25% du site de Bliesbruck-Reinheim a été fouillé à ce jour et la forêt de Saint-Quirin regorge de vestiges archéologiques. La perception des civilisations passées est un travail de longue haleine qui demande des moyens, du soutien et beaucoup de patience. Attention, pas glisser sur les pierres. Non.